vais maintenant vous présenter mon intervention et je vais commenter dans un premier temps la commande qui m'a été formulée par l'intermédiaire de Stéphane Sapin. Cette commande renvoie spontanément au problème de l'éternel débutant, voire l'éternel le débutante, qui est évoqué souvent en EPS en général et plus particulièrement en volleyball. Ce problème de l'éternel débutant, il peut être analysé au regard de différents types de facteurs. Je vais en citer quelques-uns. Il y a des facteurs externes et internes. Par externe, j'entends facteurs externes à l'école et à l'EPS. C'est par exemple la thèse de la baisse des performances des enfants d'une classe d'âge. On regarde ce qu'ils étaient capables de réaliser il y a 10 ou 20 ans. Et en raison des modes de vie de plus en plus sédentaires des enfants des pays développés. Ce problème de l'éternel débutant peut aussi être analysé au regard de facteurs internes. On pourrait par exemple analyser la matrice disciplinaire. La matrice, c'est la manière de penser et d'organiser la discipline. On est dans un contexte actuellement de réforme du bac, un nouveau bac en 2021. Vous avez entendu sans doute aussi parler du plan étudiant. Et tout cela va avoir des conséquences sur la manière de penser l'EPS au lycée. On peut par exemple s'interroger sur le fait que actuellement la matrice disciplinaire peut ou engendre une formation des élèves dans une multitude d'APSA. Alors on forme des élèves polyvalents, hein, et cette formation dans une multitude d'APSA induit aussi quelque part, engendre aussi peut-être quelque part aussi des éternels débutants. Donc ce n'est pas non plus tout à fait l'objet de mon intervention ce soir, hein. Je vais plutôt essayer d'analyser les usages pédagogiques, les pratiques professionnelles, c'est-à-dire la manière d'enseigner l'EPS et le volleyball. Je voudrais aussi faire remarquer que le problème de l'éternel débutant n'est pas nécessairement une spécificité du volleyball. On en parle souvent en volleyball, c'est vrai. Mais à mon sens, il y a des éternels débutants partout. En sport collectif, basketball, handball, vous avez vraisemblablement vu, vous avez pu observer des élèves qui touchent rarement la balle. Ils touchent rarement la balle. Lorsqu'ils l'ont, ils se contentent de le redonner au joueur le plus proche ou au joueur leader, parfois même sans faire avancer la balle vers la cible. Hein. Ce sont des élèves qui tirent rarement et qui ne marquent jamais. Alors que la marque, c'est sans doute le moment, hein, un moment qui peut procurer des émotions positives, qui peut laisser des traces positives, durables, des traces durables, afin de permettre à l'élève de persévérer dans la pratique. J'en viens maintenant à commenter les termes de la commande de Stéphane. Pour moi, il s'agit de permettre aux élèves d'être plus cultivés en volleyball, en EPS. Et cela renvoie à des questions du type jusqu'où aller dans l'aménagement réglementaire et matériel. Jusqu'où aller? Jusqu'où aller pour que l'élève puisse vivre une expérience de volleyeur scolaire. Pour reprendre une expression de Maurice Porte, c'est permettre aux élèves d'avoir une tranche de vie. Une tranche de vie, Maurice Porte l'avait utilisé pour le handball, tranche de vie de handballeur, de volleyeur, de nageur, etc., etc. Vivre des expériences émancipatrices, c'est-à-dire permettre à l'élève de vivre des expériences qui vont contribuer à l'atteinte des grandes finalités éducatives. Les grandes finalités éducatives, c'est le vivre ensemble, la citoyenneté, la santé,
L'égalité des sexes. Vivre des expériences marquantes, c'est laisser des traces positives chez l'élève en vue d'une pratique durable. Alors, vivre des expériences authentiques, marquantes, émancipatrices, tout cela doit conduire à une réduction des inégalités de réussite. En d'autres termes, il faut permettre à tous les élèves d'apprendre. Les élèves de bon niveau et les élèves de moins bon niveau, les élèves filles et les élèves garçons, les élèves en situation de handicap et les élèves valides, etc. etc. Cette analyse de la commande m'a amené à intituler l'intervention de la manière suivante: faire progresser tous les élèves dans les pratiques physiques, sportives et artistiques et contribuer simultanément à l'atteinte des grandes finalités éducatives et ou au socle commun. Exemple en volleyball. La première phrase du titre renvoie à l'idée que l'on n'enseigne pas le volleyball pour le volleyball, mais pour former au lycée un citoyen sportif, lucide, cultivé, autonome, et pour contribuer au collège à développer des méthodes, des langages, la citoyenneté, bref, au socle commun. Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui constitue dorénavant la priorité lorsque l'on enseigne au collège. Pour reprendre une formulation de l'ancien président du Conseil supérieur des programmes, le socle est aujourd'hui le programme des programmes. Chaque discipline doit contribuer avec ses singularités, ses particularités, à la validation du socle commun. La seconde partie du titre, exemple en volleyball, signifie que toute cette intervention portera sur le volleyball, mais que si les propositions formulées ici ce soir et demain matin et demain après-midi ont une valeur, elles peuvent sans doute aussi être transférées à l'ensemble des sports collectifs et des autres pratiques sportives, physiques et artistiques. Donc je vais vous proposer de partir d'images d'élèves. Voilà la question que je vous pose, c'est: que pouvez-vous observer afin de déterminer ce qu'il vous semble prioritaire à enseigner et apprendre? Mais ne passez pas tout de suite à la deuxième partie de la phrase, là. Hein, restez bien sur l'observation d'abord. Peut-être quelques précisions sur cette vidéo là que vous allez voir. Il s'agit d'un des plus prestigieux lycées de la ville de Lyon. C'est une première leçon en classe de seconde avec un enseignant qui est spécialiste de volleyball. Bon, au regard du nombre de présents ce soir, ces échanges seront un petit peu compliqués, donc je vais peut-être directement aller à mes interprétations et mes observations de ces images qui, à mon sens, illustrent quand même assez bien la commande qui m'a été formulée par Stéphane Sapin et le problème de l'éternel débutant en volleyball, voire éternelle débutante. En résumé, c'est une leçon qui est plutôt classique d'abord, hein, qui commence par l'apprentissage du service et qui finit par le match. Au service, il y a de nombreux élèves qui sont en difficulté, vous avez pu l'observer. Il y a des filles, mais il y a aussi des garçons qui sont en difficulté. Et puis en situation de match, il y a très peu de jeux. Vous l'avez vu au travers des images en accéléré. On est d'accord sur le constat, j'imagine, hein. Une chose qu'il me semble aussi intéressant de signaler, certes, il s'agit d'un montage. Hein. J'ai prélevé, vous l'avez bien compris, des images d'élèves qui sont le plus en difficulté dans cette leçon.
Certes, il s'agit d'une sélection d'élèves en difficulté. Mais il faut avoir quand même conscience que bien souvent, le regard de l'enseignant en situation d'enseignement, hein, ce regard est porté bien souvent vers les élèves qui réussissent le plus. Parce que c'est plus valorisant de regarder ceux qui réussissent. Hein. Et il y a des études qui montrent que les élèves qui réussissent le moins bénéficient d'ailleurs de moins de feedback que les élèves qui réussissent le plus. Hein. Je vous invite notamment à consulter le bouquin de Cogé-Reynaud, la Filles et garçons en EPS, qui montre cela. D'une part, les élèves filles et les élèves les plus en difficulté bénéficient de moins de feedback, et en plus les feedbacks portent moins sur l'apprentissage que sur des encouragements. Alors si je vais un petit peu plus loin dans la description des images que j'ai pu observer, d'abord quelle est la phase de jeu typique? La phase de jeu typique, c'est-à-dire quelle est la circulation du ballon. Donc l'observation du jeu montre que c'est une succession d'actions individuelles qui stoppent le jeu. Il n'y a pas de jeu. Le service est raté. Le service suivant est gagnant. La balle n'a même pas été touchée par l'équipe qui est en réception de service. Lors de l'action suivante, le service est gagnant. Il a été touché par l'équipe en réception, mais non contrôlé, non renvoyé. Jusqu'alors, il n'y a toujours pas eu de jeu. Et dans le meilleur des cas, il y a un service, il y a une mise en jeu, on va dire, puis la balle est touchée et renvoyée dans le terrain adverse en une touche de balle, selon une trajectoire plutôt arrondie, qui arrive en zone centre avant du terrain. Et dans tous les cas, l'échange s'arrête rapidement. Si on analyse un petit peu plus finement la motricité des élèves, les élèves sont dans un projet d'action individuel et immédiat, c'est-à-dire qu'ils réagissent tardivement à l'envoi du ballon, ils attendent que le ballon vienne vers eux, sont immobiles, réalisent un déplacement très réduit vers le ballon. Lorsqu'ils se déplacent, ils s'orientent le plus souvent par rapport au ballon arrivant. Je tenterai d'illustrer cela avec quelques images qui suivront. Certains contacts avec le ballon font mal. Vous avez repéré ces jeunes filles-là qui ont peur tout au long de la leçon et qui se font mal à la frappe du ballon. Et puis les joueurs restent dans l'espace de jeu occupés à la fin de leur intervention. Donc certains d'entre eux semblent ne pas saisir les buts essentiels du jeu, paraissent vivre une pratique sans émotion positive, sans plaisir et aussi sans dépense physique. On peut s'interroger là sur notre rôle en tant qu'enseignant de PS. Et l'image qui est adossée à la phrase est assez signifiante et significative. À mon sens, 4 objectifs de nature variée semblent incontournables: faire bouger et se dépenser. Jean-Luc Ubaldi utilise un slogan que j'aime bien lorsqu'il affirme faire des pratiquants d'abord, des apprenants peut-être ensuite. Mais c'est permettre aux élèves déjà de jouer, de pratiquer. C'est un premier objectif. Le deuxième point, c'est procurer des émotions positives chez l'élève, parce que le plaisir, c'est la condition d'un engagement durable et d'action d'éducation à la santé. Si on dégoûte en EPS les élèves de la pratique sportive, ils ne sont pas prêts de s'investir ailleurs et plus tard dans une pratique. Troisième objectif, c'est progresser dans l'activité volleyball. Là, on est sur un objectif faire apprendre l'élève, plus seulement dans le fait de le faire pratiquer, mais le faire apprendre. Par rapport à la commande, c'était vivre des activités authentiques, c'était être plus cultivé en volleyball, en EPS. Et le quatrième objectif que l'on pourrait se fixer, c'est contribuer à l'atteinte des finalités éducatives et au socle commun. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, l'éducation à la santé, l'égalité des sexes,
la citoyenneté, le vivre ensemble, etc., etc. Alors, je vous propose maintenant d'autres images d'élèves. Ce sont des élèves qui sont en lycée professionnel, ici, et c'est également une première leçon d'un cycle. Les images d'élèves que vous allez voir correspondent à un niveau très légèrement supérieur, ou du moins, ce sont des images avec une mixité plus importante. Il y a une mixité de niveau plus importante là, dans les images que vous allez pouvoir observer. Les règles du jeu sont les suivantes. Il s'agit d'un 2 contre 2. Le terrain est matérialisé par des dossards et des plots. Le terrain va jusqu'au fond là, du terrain de basket, sur l'espace qui est en bleu foncé. D'accord ? Il y a à peu près 6 à 7 mètres de terrain. Et il y a 2 quilles ici qui matérialisent une zone avant et une zone arrière. Les élèves doivent réaliser un service à une main depuis la zone arrière, pas depuis le fond du terrain, depuis la zone arrière, donc depuis les plots orange là qui sont sur le côté. Le blocage du ballon en première touche donc, est possible. Lorsqu'il y a blocage du ballon, les élèves doivent obligatoirement faire une passe à un partenaire. Donc ils peuvent tout à fait frapper le ballon directement pour renvoyer, et ils peuvent aussi bloquer le ballon. Et lorsqu'il y a blocage du ballon, à ce moment-là, ils ont l'obligation de faire une passe à un partenaire. Donc service, renvoi direct, blocage du ballon, donc passe obligatoire. Fin du premier échange. Service, renvoi direct. Fin du deuxième échange. Constat sur ces images d'élèves. La satisfaction, c'est qu'il y a du jeu, avec de nombreux franchissements de filets au cours de l'échange. Deuxième satisfaction, c'est qu'il y a du mouvement, il y a des déplacements de la part des élèves. Tous les élèves semblent concernés, donc vous avez pu observer qu'il y avait une fille, 3 garçons, et peut-être que vous ne l'avez pas tout de suite repéré, mais il y a un élève qui est en situation de handicap là. Parmi les garçons, c'était l'élève qui était à gauche, là au premier plan, et qui a une jambe un petit peu paralysée, et qui a des difficultés quand même à se déplacer. Et puis il y a une alternance de renvoi direct et de renvoi collectif. Alors ça, c'est un premier niveau d'analyse. Je propose maintenant un deuxième niveau d'analyse. On peut constater qu'au premier plan, les élèves ont intégré le jeu de relais en dehors du couloir de jeu direct, tandis que ceux qui sont au second plan, et je vais vous montrer les images là dans un instant, n'ont pas encore acquis cela. Donc service, renvoi direct, hop, blocage du ballon. Regardez où va se placer la jeune fille, dans le couloir de jeu direct, et elle renvoie dos au filet. Là, l'élève en blanc a tenté de sortir du couloir de jeu direct. À nouveau en noir, renvoi de dos. Vous allez voir, en face, là, l'élève habillé en noir renvoie toujours dos au filet. Là, il y a un renvoi direct qui lui permet de faire le point. À nouveau, relais dans le couloir de jeu direct, tandis que regardez là, ce qui se passe, plus intéressant, la passe est vers l'avant. Et même si l'élève n'a pas marqué dans la situation, il y avait un relais en dehors du couloir de jeu direct. Donc ça peut être un objet d'enseignement là pour ces élèves. Troisième constat, à mon sens, la jeune fille là, que l'on peut observer aurait de grandes difficultés sans l'autorisation du blocage du ballon.
lorsque la jeune fille est en réception de service, lorsqu'elle est plutôt dans la zone arrière. D'accord ? Le ballon va à droite. Que fait la jeune fille ? Elle va croiser les pieds, aller bloquer un ballon sur le côté en étant presque de dos au filet. Après son blocage, la jeune fille se retourne, se met face au relayeur, elle relance son ballon, elle fait une frappe à 10 doigts en direction du relayeur. Le ballon passe de l'autre côté, le ballon revient sur sa gauche. Qu'est-ce qu'elle fait à nouveau ? Elle recroise les jambes, vous allez voir, et elle va aller bloquer le ballon là, en étant complètement dos au filet. D'accord ? À mon sens, si on enlève le blocage du ballon, qu'est-ce qui va se passer dans la situation ? Le ballon va aller à droite, la jeune fille elle va croiser les appuis si elle bouge un petit peu, hein, déjà. Et puis ensuite le ballon va être non contrôlé, il va partir dans les tribunes. Même chose de l'autre côté, si le ballon est sur son côté, elle va croiser les appuis et le ballon a de fortes chances de finir dans les tribunes. C'est-à-dire que tant que cette jeune fille n'a pas appris les choses suivantes, orienter les appuis, elle ne peut pas se passer du blocage du ballon, à mon sens. D'accord ? Tant qu'elle n'a pas appris soit à faire ça, et si je veux renvoyer là, mes appuis sont orientés en direction de l'endroit visé, que ce soit pour faire une manchette ou une frappe à 10 doigts, hein, et si je dois aller là-bas, c'est pareil, je peux me déplacer aussi en pas chassé, mais en direction de l'endroit où je vise. Alors là, elle vient se placer dans le couloir de jeu direct, on en a déjà parlé. Je crois que c'est là. Regardez, le ballon va à droite, regardez comment elle fait. Tac. Et le ballon va aller de l'autre côté. Tac. Vous avez vu ?